Bonjour et bienvenue dans ce 55e épisode des Chroniques de Youssef Indy. Avant de commencer, je vous invite à liker, partager, commenter, vous abonner, activer la cloche et surtout soutenir la chaîne via Tipeee, via PayPal, via Patreon. Vous trouverez les liens dans la description de cette présente vidéo. On va commencer sans attendre avec le sujet du jour. C'est l'actualité brûlante, tout le monde ne parle que de ça. Et on a du mal à y voir clair. Donc, je vais certainement en reparler de cette affaire, mais on va prendre cette affaire angle par angle. On va pas tout mélanger, parce que ce qu'on voit sur Internet, ça part dans tous les sens. Et en plus, on mélange ça avec certains fakes. Ça ne permet pas de comprendre et d'avoir une vision cohérente. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais, dans cet épisode, me concentrer sur un aspect particulier, c'est le rôle de Donald Trump dans l'affaire Epstein. Et on va reprendre les choses chronologiquement, mais en commençant quand même par l'actualité brûlante, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui ont échappé au grand public. Et pas qu'au grand public d'ailleurs. Alors, en septembre 2025, Thomas Massie, représentant à la Chambre des représentants, combattant le lobby pro-israélien, disons plutôt membre du mouvement MAGA et membre du parti républicain, donc qui est très virulent et qui attaque le lobby pro-israélien, qui est un des rares hommes politiques aux États-Unis à attaquer le lobby pro-israélien. Il a d'ailleurs donné une interview chez Tucker Carlson, cet autre représentant du mouvement MAGA, où il parlait des méthodes du lobby pro-israélien à AIPAC. Donc on a affaire à un homme politique du mouvement MAGA, républicain, très opposé au lobby pro-israélien. Voilà, donc ça, il faut quand même le garder à l'esprit. Et lui, donc Thomas Massie, a déposé une pétition en faveur, donc en septembre 2025, une pétition en faveur du projet de loi Epstein Files Transparency Act. Donc une loi sur la transparence dans le dossier Epstein, sur le dossier Epstein. Le 12 novembre 2025, la pétition a reçu les 218 signatures minimales requises provenant de 4 représentants républicains et 214 représentants démocrates, obligeant la Chambre à voter sur le projet de loi. Alors, cette loi, donc, qui exigeait la publication de tous les documents liés à Epstein, a été votée par le Congrès et a été signée par le président Trump le 19 novembre 2025. Puis, et là vous êtes tous au courant, le 30 janvier dernier, le Department of Justice, donc l'équivalent du ministère de la Justice des États-Unis, a déclassifié 3 millions de documents concernant l'affaire Epstein. Et lors d'une conférence de presse donnée cette semaine par Donald Trump, il a dit que le DOJ, donc le Department of Justice, DOJ, a plus important à faire, il dit ça avec un sourire, en précisant qu'il n'était pas inquiété dans cette affaire, rappelant qu'Epstein conspirait avec Clinton pour empêcher son élection. Or, alors, ils se disent donc qu'ils se déchargent de la responsabilité concernant la déclassification de ces documents, ces 3 millions de documents. Or, le DOJ, donc le Department of Justice, est dirigé par ce qu'on appelle l'Attorney General, qui est Pamela Bondi, et qui est en poste depuis février 2025. Suite à sa nomination par qui ? Par le président Donald Trump lui-même. Donc il dit que le département de la justice devrait s'occuper d'autre chose, alors que c'est lui qui a signé la loi, en fait, qui a été votée par le Congrès. C'est lui qui a nommé Pamela Bondi à la tête du département de la justice, et comme on le verra plus tard, c'est lui qui est à l'origine de la divulgation
devant le grand public de l'affaire Epstein. Mais quand même, on va s'arrêter sur Pamela Bondi, qui est à la tête du département de la justice, qui vient de déclassifier 3 millions de documents concernant l'affaire Epstein. Donc là, c'est sa fiche Wikipédia. Qu'est-ce qu'elle dit, sa fiche Wikipédia ? En 2020, Pamela Bondi faisait partie de l'équipe d'avocats chargée de la défense du président Donald Trump lors de son premier procès en destitution. En 2020 déjà. Donc c'est une avocate de Donald Trump. En 2024, elle dirigeait le pôle juridique de l'America First Policy Institute, qui est un think tank aligné sur Trump. Le 21 novembre 2024, le président élu, donc Donald Trump, a annoncé son intention de la nommer au poste d'Attorney General des États-Unis après le retrait de l'ancien membre du Congrès Matt Gaetz. Elle a été confirmée par le Sénat américain par un vote de 54 voix contre 46 le 4 février 2025, puis investie dans ses fonctions le lendemain. Donc on a à la tête du département de la justice une proche de Donald Trump, qui a été l'avocate de Donald Trump, et qui a dirigé le pôle juridique du think tank America First Policy Institute, qui était un think tank de Donald Trump. Et celui qui a lancé la pétition, Thomas Massie, est un représentant de la Chambre de représentants, membre du mouvement MAGA, proche de Tucker Carlson et proche de Donald Trump. Même si lui et Donald Trump s'attaquent mutuellement via Twitter, je veux dire, il ne faut pas être dupe. Donald Trump et Tucker Carlson se sont attaqués aussi virulemment. Donald Trump a insulté Tucker Carlson l'année dernière, parce que Tucker Carlson attaque très frontalement le lobby pro-israélien, les dirigeants israéliens. Et là, il y a quelques semaines, Tucker Carlson s'est rendu 2 fois à la Maison-Blanche et dans le bureau ovale, et il a fait des photos avec Donald Trump, tout sourire. Donc ça, c'est du cinéma. En fait, c'est une façon de dire... d'ailleurs, c'est ce qu'il a dit à un de ses donateurs israéliens ou pro-israéliens, c'est pareil. Vous devez faire attention, le mouvement MAGA est contre vous, beaucoup d'Américains ne supportent plus les Israéliens. D'ailleurs, il avait dit dans un média israélien, lors d'une interview, il a dit Israël doit faire attention parce qu'Israël commence à se faire détester du monde entier. Donc c'est un peu une façon de dire, c'est pas moi. En fait, c'est une façon de dire à ces donateurs israéliens aux Israéliens, c'est pas moi. Ce sont les méchants membres du mouvement MAGA anti-israélien. Mais bon, personne n'est dupe. Personne n'est dupe. Donc, mais on va quand même refaire la chronologie de cette affaire Epstein et le lien avec Donald Trump. Bon, vous avez commencé à entendre parler de l'affaire Epstein en 2019. Jeffrey Epstein a été inculpé à New York le lundi 8 juillet 2019 pour exploitation sexuelle de dizaines de jeunes filles mineures. Mais comme les documents qui ont été déclassifiés le montrent, ça va bien au-delà d'une histoire d'exploitation sexuelle de jeunes filles mineures. On parle d'enfants, on parle de viol, on parle de... Bref. Ça va bien au-delà de cela. Mais là, c'est pas le sujet. J'y reviendrai sans aucun doute dans les prochaines semaines. Donc, mais Epstein avait déjà été condamné pour des faits similaires. En 2008, il avait fait des aveux pour des accusations de prostitution, plutôt proxénétisme. Il a ainsi pu éviter un procès fédéral à l'époque, et il n'a été condamné qu'à 13 mois de prison aménagée. En fait, il était quasiment pas en prison, il faisait ce qu'il voulait. Grâce à un accord conclu avec le procureur de l'État de Floride, Alexander Costa, qui est devenu secrétaire au travail dans la première administration Trump de 2017 à 2019. Lorsque Alex Costa a été préparé par l'équipe de transition de Trump, donc première administration Trump, pour les questions que le Congrès lui poserait au sujet de sa nomination comme ministre du Travail, secrétaire d'État au Travail, on lui aurait posé la question suivante. Donc, l'équipe Trump lui a posé la question. L'affaire Epstein peut-elle être un problème ? Et ça, c'est rapporté par la journaliste Vicky Ward qui travaille sur ce dossier, qui a travaillé sur ce dossier pendant longtemps pour Vanity Fair.
Et Acosta, Alex Acosta, a alors expliqué qu'à l'époque, il n'avait eu qu'une seule réunion sur l'affaire Epstein et qu'il a mis un terme aux poursuites parce qu'on lui avait dit de se retirer et qu'Epstein était au-dessus de ses moyens. Donc là, je vais citer Alex Acosta. On m'a dit qu'Epstein était membre des services de renseignement et que je devais donc le laisser tranquille, a répondu Acosta aux enquêteurs. Et la journaliste Vicky Ward s'étonne, donc là je la cite. Pendant près de 2 décennies, pour une raison nébuleuse, qu'il s'agisse de ses liens avec les services de renseignement étrangers, de ses milliards ou de ses relations haut placées, Epstein, dont les déviances sexuelles présumées et les horribles agressions contre des femmes sans moyens ou capacité de se protéger sont bien connues dans son entourage, est resté intouchable. Fin de citation. Revenons à Donald Trump. Donald Trump connaissait personnellement Jeffrey Epstein. Dans une interview datant du 28 octobre 2002, donc 5 ans avant la première inculpation contre Epstein, donc une interview accordée au New York Magazine, Trump fait l'éloge d'Epstein. Il dit, je cite Trump, « C'est un type génial, on s'amuse bien avec lui, on dit même qu'il aime les belles femmes autant que moi, et beaucoup d'entre elles sont jeunes. » Fin de citation. Le Washington Post rapporte dans un article du 8 juillet 2019 que Donald Trump a coupé les ponts avec Epstein en 2007 lorsque la première affaire a éclaté. Donc là, je cite le Washington Post, donc du 8 juillet 2019. La relation entre Trump et Epstein, quelle qu'elle soit, semble s'être refroidie en 2007. Alan Garten, un des avocats de la Trump Organization, a déclaré dans une interview lundi que même si Epstein n'a jamais été un membre de Mar-a-Lago, donc le club de Trump à Palm Beach, Trump lui a interdit de visiter le club à l'époque en réaction aux accusations criminelles qui avaient été déposées contre Epstein. Il lui a interdit de mettre les pieds dans la propriété, dit Garten. Il a déclaré que les avocats privés de Trump n'ont pas été contactés au cours de l'enquête plus récente sur Epstein, qui a abouti à un acte d'accusation fédéral de 14 pages non scellé lundi. Fin de citation. Je rappelle que l'inculpation visant Epstein en juillet 2019 par donc une accusation fédérale se fait sous l'administration Trump. C'est sous l'administration Trump que ça sort. Avant Trump, sous Obama, et avant Obama, bon, il y a eu l'accusation, mais vous avez vu, c'est le procureur de Floride, donc c'est un État qui est traditionnellement conservateur et républicain. Mais il n'y a rien eu entre-temps, entre 2008 et 2019. Et donc en 2019, l'affaire est relancée. L'affaire est relancée sous l'administration Trump. L'affaire Epstein est relancée sous l'administration Trump. D'ailleurs, à l'époque donc, des premières accusations et du premier jugement d'Epstein, quand Epstein a été pour la première fois confronté à la justice, Donald Trump s'est rapproché d'un des avocats des victimes, Bradley Edwards. Une démarche qu'il a été le seul à entreprendre, comme l'a indiqué Bradley Edwards au cours d'une interview. Donc vous allez avoir, bien sûr, tout ce que je dis est sourcé et cité. Vous avez toutes les sources qui vont apparaître. Donc là, je cite Bradley Edwards, qui dit « Donald Trump est le seul qui, en 2009, lorsque j'envoyais des assignations à comparaître à beaucoup de personnes, ou au moins que j'indiquais à des personnalités que je souhaitais leur parler, a pris son téléphone et m'a dit « Discutons autant de temps que vous voulez. Je vais vous dire ce que vous devez savoir. » Il a été très utile dans les informations qu'il a révélées, sans pour autant donner la moindre indication qu'il était impliqué dans quoi que ce soit d'important. Il disposait de bonnes informations, cela nous a aidés. Fin de citation. Connected people that I wanted to talk to them. He is the only person who picked up the phone and said, let's just talk. I'll give you as much time as you want. I'll tell you what you need to know. And was very helpful in the information that he gave and gave no indication whatsoever that he was involved in
anything untoward whatsoever, but had good information that checked out and that helped us, and that we didn't have to take a deposition of him. That was in 2009? That was in 2009. Et en 2015, lors de la conférence annuelle des conservateurs, Donald Trump avait attaqué Bill Clinton et évoqué Epstein. Je cite Donald Trump. « Bill Clinton a énormément de problèmes qui vont lui tomber dessus avec une fameuse île, Little St. James Island, appartenant à Epstein, et avec Jeffrey Epstein. Beaucoup de problèmes. » Fin de citation. Bill Clinton. Nice guy. Got a lot of problems coming up, in my opinion, with the famous island with Jeffrey Epstein. A lot of problems. Donc là, on est en 2015. En 2015, il annonce que Bill Clinton va avoir des problèmes avec cette affaire Epstein. En novembre 2016, donc Donald Trump gagne les élections. Et juillet 2019, sous l'administration Trump, l'affaire Epstein éclate et atteint le grand public, comme je vous l'ai dit. Et j'avais à l'époque remarqué une étrange coïncidence. En juillet 2019, les Israéliens et leur lobby ont exercé une énorme pression sur Trump pour qu'il attaque l'Iran. Il y avait eu une histoire de navire qui a été frappé par une mine. Les Israéliens ont dit aux Américains que c'était les Iraniens. Un drone américain a été abattu dans le ciel, dans l'espace aérien iranien. John Bolton, secrétaire d'État à la défense, à la sécurité nationale, qui est un homme du lobby pro-israélien, transmettait à Trump des informations, entre guillemets, du Mossad pour pousser l'administration Trump dans une guerre contre l'Iran. Ce que Trump ne voulait pas. D'ailleurs, quelques mois plus tard, il a limogé John Bolton en disant que si je l'avais écouté, on serait déjà dans la Troisième Guerre mondiale. Voilà. Donc en juin 2019, le lobby pro-israélien et les Israéliens poussent l'administration Trump dans la guerre contre l'Iran, comme ils l'ont fait l'année dernière et comme ils essaient de le faire encore. Et le mois suivant, donc juillet 2019, l'affaire Epstein éclate. Or maintenant on le sait, je ferai peut-être un épisode sur le sujet, maintenant on le sait, on a tous les éléments, notamment avec les derniers documents déclassifiés, que Epstein travaillait pour Israël. D'ailleurs, il travaillait avec Israël, il collaborait avec Ehud Barak, qui était le chef du renseignement militaire israélien, qui est devenu ministre de la Défense et qui est devenu Premier ministre israélien. Il était très proche d'Ehud Barak, mais j'y reviendrai plus dans un autre épisode. Donc il était lié aux Israéliens, il est lié au Mossad et au renseignement militaire israélien. C'est très clair. Maintenant, c'est démontré. Et le 16 juin 2019, donc en pleine crise irano-américaine provoquée par les Israéliens, Trump avait, semble-t-il, envoyé un message à ces derniers menaçant de révéler l'identité des véritables responsables des attentats du World Trade Center. Lors d'une interview accordée aux médias américains ABC depuis la Maison-Blanche le 16 juin 2019, le président des États-Unis a fait allusion à sa connaissance du dossier des attentats du 11 septembre 2001. Je le cite. « Au fait, la destruction du World Trade Center, ce n'était pas les Irakiens, ce n'était pas l'Irak, c'était d'autres personnes. Et je pense savoir qui sont ces autres personnes. Et il se peut que vous le sachiez aussi. » Fin de citation. Et en plein bras de fer avec Netanyahou pour tenter de lui imposer un cessez-le-feu à Gaza, Donald Trump a ordonné, donc le 23 janvier 2025, souvenez-vous, juste avant son investiture, il envoie Steve Witkoff qui va voir Netanyahou pour lui mettre la pression pour qu'il accepte le cessez-le-feu. Netanyahou rechigne, et quelques jours plus tard, donc le 23 janvier 2025, par un décret présidentiel, eh bien, sont déclassifiées les archives liées à l'assassinat de John Kennedy, président Kennedy. Or, qu'est-ce qui ressort de la déclassification partielle, c'est comme l'affaire Epstein, c'est déclassification partielle des documents, eh bien, la main d'Israël. On découvre, certains historiens ont travaillé sur le sujet, mais le grand public découvre
un lien entre l'assassinat de Kennedy et l'État d'Israël. Là, ce que je vous ai présenté, ce sont des faits. Ce n'est pas une interprétation de ma part. Je n'ai fait que vous livrer les faits de façon chronologique. Maintenant, on va passer à la partie interprétation. Une interprétation générale, donc là, c'est mon interprétation. Je peux me tromper. Bien sûr, ce sera incomplet puisque l'affaire est énorme. Mais l'interprétation que je vais vous livrer est basée sur mon expérience d'analyste sur ces différentes affaires qui ont traversé le premier mandat et le deuxième mandat de Donald Trump, sachant que j'ai beaucoup écrit sur la politique de Trump à l'extérieur, politique extérieure, politique intérieure, et que j'ai suivi tout cela d'assez près, quand même. Et alors évidemment, il y a aussi la rumeur ou l'information, ça reste à vérifier, que Donald Trump était impliqué dans l'affaire Epstein. Je ne dis pas que c'est vrai ou que c'est faux, je dis simplement que Trump est impliqué, en tout cas, dans la révélation de l'affaire Epstein. Ça, c'est très clair. Depuis le début, d'ailleurs, il est impliqué. Il connaissait Epstein, ça c'est clair. Est-ce qu'il est mouillé dans l'affaire Epstein? On ne le sait pas. Mais en tout cas, son attitude par rapport à l'affaire Epstein, le fait de faire déclassifier les documents, etc., indique soit qu'il n'est pas mouillé, soit qu'il sait qu'il n'y a pas de preuves contre lui. Parce que sinon, il ne révélerait pas cette affaire. Puisqu'on sait, là je vous l'ai démontré, que c'est lui qui est à l'origine de la révélation et des déclassifications des documents. Donc si je devais déjà résumer l'affaire Epstein, je dirais quel est le nom, l'affaire Epstein, elle est le nom de la prise de contrôle de l'oligarchie occidentale, de la haute classe dirigeante européenne et états-unienne, ainsi que leurs vassaux, par Israël et son réseau. Si on devait résumer. C'est le réseau israélien qui, par son lobby et par d'autres méthodes, et notamment par cette méthode-là, employée par Epstein, met la main, prend le contrôle de l'oligarchie occidentale qui n'est pas sioniste, qui n'a pas de lien avec Israël. Parce que nombre de personnes qui ont été compromises par Epstein appartiennent à la branche globaliste, libérale, à l'instar de Bill Gates, de Bill Clinton, et qui n'étaient pas nécessairement des sionistes, quand on voit leur parcours. Et qui étaient tous, en tout cas tous les deux là, Bill Clinton et Bill Gates, très proches de l'agent israélien, qui était Jeffrey Epstein. Donc c'est un des moyens qu'utilisent les Israéliens pour avoir la main sur tout un pan de la classe dirigeante libérale qui n'a pas forcément des points de convergence ou des accointances avec le projet sioniste, qui n'en ont pas. Et donc c'est une des explications de la quasi-fusion du néoconservatisme et du globalisme libéral, qui n'ont pas grand-chose à voir en commun, même s'ils ont des ennemis en commun, notamment la Russie, etc. Mais cette fusion-là est quand même quelque chose d'assez étrange. Et je pense qu'on peut dire que l'affaire Epstein, les méthodes d'Epstein, donc de cet agent israélien, ont été un des moyens d'hameçonner les représentants de cette branche globaliste et libérale à l'origine non sioniste. Et donc au milieu de ces deux réseaux, sionistes et globalistes, il y a Trump et les Trumpistes. Alors Trump a des liens de longue date avec ces gens-là. Il n'est pas étranger. C'est pas un ange descendu du ciel. Mais disons que son agenda et l'agenda des gens de son cercle rapproché n'est pas l'agenda des Israéliens, qui, je le rappelle, est de mener des guerres éternelles contre leurs ennemis. Ce qu'ont fait George W. Bush et aussi ce qu'a fait Obama.
Parce que le plan, plutôt le plan qui a été appliqué, qui a pour nom Timber Sycamore de 2011, qui visait notamment, enfin surtout, à détruire la Syrie avec un investissement de la CIA, de l'État américain à hauteur d'1 milliard de dollars par an, mettant en branle tout un système international de terrorisme international, c'est aussi l'accomplissement du projet israélien visant à détruire tous les pays voisins, tous ces pays voisins. Ce que Trump n'a pas fait. Il n'a pas poursuivi la politique d'Obama. Il n'a pas poursuivi la politique de George W. Bush. Il a un autre agenda, et on en a déjà parlé ici sur cette chaîne, et encore récemment avec Pierre-Antoine Plaquevent. Ils ont une autre vision de la géopolitique. Je referme cette parenthèse. Donc, entre ces deux réseaux, donc sionistes et globalistes, Trump et les Trumpistes jouent depuis le début un rôle central, on l'a vu, dans la révélation de cette affaire et dans la façon dont elle est révélée. Donc si tous les réseaux sont impliqués dans l'affaire Epstein, s'ils sont tous mouillés, les réseaux globalistes, les réseaux sionistes et Trump et les gens autour de Trump, il n'y a aucune raison pour que ce soit révélé. Parce que, une fois quand on parle de l'affaire Epstein, on a l'impression que elle a éclaté par hasard. Personne n'est à l'origine. Les démocrates ne sont pas à l'origine, les républicains ne sont pas à l'origine, Trump n'est pas à l'origine, personne n'est à l'origine. On peut dire les Israéliens sont à l'origine, mais bon, même si il y a une opposition entre Netanyahou et Ehud Barak, parce qu'ils ne sont pas de la même tendance politique, je veux dire, ça dépasse Netanyahou et Ehud Barak. C'est directement le Mossad, les services de renseignement militaire israéliens, l'État d'Israël, qui est impliqué dans cette affaire Epstein. Donc révéler l'affaire Epstein, c'est révéler le rôle d'Israël dans la politique occidentale, dans les réseaux d'influence occidentaux, dans la façon dont ils mettent la main sur les réseaux occidentaux. Même Netanyahou, en fait, n'a aucun intérêt à la révélation de l'affaire Epstein, même s'il profite de la révélation de cette affaire pour attaquer Ehud Barak. Et évidemment, il ne va pas attaquer l'État d'Israël et ses liens avec Epstein. Lui, il pointe du doigt Ehud Barak, comme si Ehud Barak était le seul et unique responsable, même s'il joue un rôle central, très important, Ehud Barak, dans le dispositif Epstein. Donc il y a bien quelqu'un, il y a bien une force qui a sorti ce dossier. Et là, ce que je vous ai montré, c'est que depuis le début, Trump et son administration, la première et la deuxième, sont à l'origine de la révélation de l'affaire Epstein. Sinon, et ça ne peut pas être les Israéliens, puisque là, on a bien vu que Thomas Massie, qui est quand même je dirais pas un anti-israélien, mais quelqu'un qui combat de façon virulente, comme je l'ai dit, le lobby pro-israélien, est à l'origine de la pétition pour faire voter la loi pour déclassifier le dossier Epstein. Les Israéliens n'ont rien à voir là-dedans. À moins que Massie soit... Or, il le dit, il se vante lui-même, Massie, d'être un des rares hommes politiques à avoir reçu $0 de la part du lobby pro-israélien. Donc, à moins qu'il soit bénévole, je comprends pas. Donc, dans la guerre qui oppose les démocrates globalistes et Trump, ce dernier, donc Donald Trump, ne pouvait pas s'opposer à eux en se mettant à dos les pro-israéliens. Il ne pouvait pas arriver à attaquer les globalistes et les Israéliens. Sachant qu'il a reçu des centaines de millions de dollars par les membres du lobby pro-israélien, et principalement la famille Adelson. Donc il devait nécessairement s'appuyer sur un des deux réseaux. Et c'est ce qu'il a fait. Puisque son ennemi principal, ses ennemis principaux, ce sont les démocrates globalistes. Pas les sionistes. Évidemment. Les sionistes posent un problème à Trump, puisqu'en fait, ils veulent entraîner Trump dans des guerres extérieures. Ce à quoi il résiste. Autant que faire se peut. Donc dans une situation où Donald Trump dépend du lobby pro-israélien et de ses richissimes donateurs, dont la famille Adelson, il n'a que quelques leviers pour contrebalancer l'influence d'Israël qui veut l'entraîner dans ces guerres. Et parmi ces leviers, il y a le dossier Kennedy, il y a le dossier Epstein et le dossier 11 septembre. Et je rappelle au passage que Tucker Carlson, l'ami de Trump, a publié un documentaire sur les attentats du 11 septembre qui pointe
qui pointent le doigt vers Israël. Israel. No, of course I didn't allege that, the Jews did it. I don't even know what that means. I think, in fact, saying things like that is a way to discredit real questions. Right. Like, we know, Benjamin Netanyahu on camera right after said this is a good thing because it brings the United States into a conflict that we've been involved in on an existential level for decades. He said that out loud. I'm not guessing, you can pull the tape. We know that a group of Israeli art students, who clearly were not art students, clearly some of them were aligned with Israeli intelligence, were arrested and held for quite some time in the United States before being released without charges. And we know that a group of them, again, I'm quoting an FBI document here, not the internet, filmed the attacks on 9/11, and I'm quoting, seemed to have foreknowledge of those attacks. Donc, voilà ce que je peux dire pour l'instant sur le lien qui existe entre Donald Trump et l'affaire Epstein, s'il était directement mouillé, en tout cas s'il y avait des preuves de sa culpabilité, il n'aurait pas laissé les membres du mouvement MAGA à la Chambre des représentants, à la tête du département de la justice, déclassifier tous ces documents. Voilà, donc je pense vous avoir dressé un tableau synthétique de la situation. Je n'ai pas la prétention de connaître tous les secrets de cette affaire Epstein et de l'administration Trump, mais voilà ce qui ressort quand on creuse et quand on analyse quand même sur la durée cette affaire et l'attitude politique de Donald Trump, ce que j'ai fait durant un certain nombre d'années, depuis un certain nombre d'années. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous invite à soutenir cette chaîne via Tipeee, via PayPal, via Patreon dans la description de la vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine, mercredi 18h, si Dieu veut.